beaucoup, Henri. D'abord, juste un petit mot en disant que parce que c'est la première fois que je vois cette pièce d'un bout à l'autre, j'ai été très émue. Je trouve que c'est remarquable. C'est vraiment d'arriver à, je dirais, à traiter un sujet aussi grave, aussi angoissant, avec cette intelligence, avec cette finesse. Il y a énormément de choses là-dedans. C'est vraiment même à revoir. Évidemment, l'acteur Samuel est magnifique aussi. J'ai été vraiment très touchée. Et alors, à plusieurs reprises, j'ai repensé à cette expérience que j'avais eue moi-même dans la première unité de soins palliatifs qui a été créée en France en 1987. J'ai été donc la première psychologue intégrée dans une unité de soins palliatifs. J'ai retrouvé beaucoup de choses dans ce que nous avons vu. Et entre autres, cette idée que la dignité de la fin de vie, c'est de pouvoir faire de ces derniers moments vraiment un moment de vie intense. C'est notre projet, quand nous avons créé cette unité de soins palliatifs, avec des médecins, des infirmières, aides-soignantes, des bénévoles, c'était d'accueillir des personnes qu'on ne pouvait plus guérir, la médecine ayant atteint ses limites, de pouvoir les accueillir pour qu'ils puissent rester vivants jusqu'au bout. C'était ça notre projet, la vie jusqu'au bout. Et nous faisions absolument tout pour être très à l'écoute des désirs des personnes qui étaient là et qui, même si elles étaient physiquement complètement au bout, on pourrait dire, quand on est au bout de sa vie, on perd ses forces. Je me souviens que c'était l'époque SIDA aussi, où les personnes jeunes étaient cachétiques à la fin de leur vie, mais elles avaient un désir. Le désir ne meurt pas. Le désir est vivant jusqu'au bout. Le désir ne vieillit pas aussi. J'ai vu des personnes qui étaient désirantes jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je défends beaucoup, je dirais, le respect du temps du mourir, parce que c'est ce temps dans lequel il se passe quelque chose que le psychanalyste Michel de Musan a remarquablement, je dirais, illustré dans un article que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Le travail du trépas ». C'est publié chez Gallimard dans « De l'art à la mort ». Et il dit qu'à la fin de sa vie, contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, observer même, il y a un regain d'énergie. Il parle d'appétence relationnelle, comme un regain d'énergie tout à fait incompréhensible, puisque ce n'est pas une énergie physique, c'est une énergie psychique, qui est mise au service de quoi ? Au service d'un dernier travail, d'une dernière tâche, qui est celle justement d'accomplir sa vie, d'aller au bout de soi-même. Et on voit très très bien, là, très très bien cela. On voit ce qui est remarquable dans la pièce, c'est ce dialogue avec cet autre, ce double, en quelque sorte, qui propose peut-être autre chose, peut-être de plus... ça fait penser à Soleil Vert à certains moments, évidemment. Mais on voit que cet homme, ce qui est important, plus il approche de la mort, plus ce qui est important, c'est vraiment quelque chose qui se résume. Et peut-être que chacun d'entre nous, s'il s'imagine ces derniers moments, peut se dire ce qui serait le plus important, c'est peut-être justement la relation avec ses proches, de pouvoir aussi savourer peut-être des petites choses. On voit bien. Moi, j'étais très frappée, je me souviens dans Soins palliatifs, de cet homme qui voyait un arbre par la fenêtre et qui disait « Je le vois d'une manière que je n'ai jamais vue dans ma vie ». C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que même quand on est mourant, la perception ne diminue pas. Elle peut être extrêmement vive, extrêmement
aigu. Et donc, voilà, j'ai retrouvé beaucoup de souvenirs qui sont revenus. Je pense par exemple à cette douleur qui est exprimée à un moment donné justement par rapport aux enfants. Évidemment, on voudrait rester plus, être là pour voir les enfants grandir, il m'est revenu à l'esprit la mémoire de cet homme qui était atteint d'une tumeur cérébrale. Jeune, il avait 40 ans, même âge. Et il était extrêmement angoissé, cet homme. Il ne souffrait pas du tout physiquement. C'était une tumeur qui n'était pas douloureuse, ou en tout cas l'équipe l'avait soulagé sur le plan de la douleur, mais il avait une souffrance morale, celle de laisser des enfants qui étaient des jeunes ados, et il disait « je ne les verrai pas grandir, je ne serai pas là pour accompagner leur évolution dans la vie ». Et un jour, il m'a raconté un rêve. Alors, moi, je suis psychanalyste jungienne, et j'ai remarqué d'ailleurs souvent que les rêves viennent au secours des personnes qui sont gravement malades et qui s'acheminent vers leur mort. Et là, ce rêve, il rêvait c'était l'été, il était dans un champ avec des tournesols. Les tournesols étaient en fleurs et il voyait un hélicoptère. C'est pour ça qu'il y a eu cette allusion à l'hélicoptère aussi. Un hélicoptère dans le ciel, dans le rêve, qui tombait brutalement sur le champ de fleurs, et avec ses pales, toutes les fleurs étaient coupées. La tête des fleurs, des tournesols coupés. Et il se réveille avec une émotion assez forte. Et je lui demande comment il comprend son rêve. Il me dit, le rêve parle de ce qui m'arrive. J'ai une tumeur qui m'atteint au cerveau, qui me tombe dessus à l'été de ma vie, 40 ans. Ça me tombe dessus, voilà, je vais mourir de cette tumeur. Et voilà, c'est ce que raconte le rêve. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que votre inconscient est allé chercher le symbole du tournesol ? Parce qu'au fond, ça pourrait être un champ de coquelicots ou un champ de blé. Votre inconscient a choisi cette fleur. Et c'était un homme qui avait passé toute son enfance à la campagne. Et il me dit, le tournesol, quand il est en fleurs, l'été, il va d'ailleurs très vite faner, mais il a déjà laissé tomber la graine qui va permettre de fabriquer de l'huile de tournesol. Et à ce moment-là, je lui dis, mais vous ne croyez pas qu'il y a un sens là ? Alors il réfléchit un peu, et tout d'un coup, il comprend que l'œuvre de sa vie est faite. Il a laissé tomber les graines de tournesol, les graines d'huile, où ? Dans le cœur de ses enfants. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait jusque-là, tout l'amour qu'il a donné à ses enfants, est déjà dans leur cœur et va faire son huile. Ils vont faire quelque chose de cela. Donc il comprend qu'il peut mourir parce qu'il a déjà tout donné et que ses enfants vont grandir avec ça. Et donc on voit que souvent les rêves viennent au secours des mourants pour leur montrer justement, par exemple, répondre à ça, à un élément de la souffrance. Donc, alors pourquoi est-ce que ça a été possible dans ce service d'accompagner des personnes pour qu'elles restent vivantes, vraiment. Un autre exemple, une femme de 35 ans atteinte de la maladie de Charcot, qui est une maladie très redoutée. Eh bien, elle pouvait encore écrire avec, je dirais, elle faisait un mouvement de l'épaule, comme ça, elle appuyait sur une touche reliée à un ordinateur. Elle arrivait à écrire un paragraphe par jour, ce qui fait que nous savions ce qu'elle vivait. Et elle avait demandé
Elle voulait voir Notre-Dame illuminée une dernière fois avant de mourir. Donc on voit, vous voyez, les désirs, hein, désir un peu fou quand on est en soins palliatifs, un peu fou d'aller voir Notre-Dame illuminée la nuit, pourquoi pas. Nous avons donc pris une ambulance et nous l'avons emmenée la nuit pour qu'elle puisse voir Notre-Dame illuminée la nuit. Donc on faisait ce genre de choses. Et on faisait ce genre de choses pourquoi ? Parce que nous n'étions pas dans le mensonge. Nous n'étions pas dans la comédie du mensonge. On n'était pas là à dire bah, ça ira mieux ou dans 15 jours. On n'entretenait pas un faux espoir, mais par contre, on entretenait le désir de vivre jusqu'au bout. Et ce qui est malheureusement souvent ce que je vois, c'est que comme on sait que la mort est proche, eh bien, ou bien on est dans une vérité qui est brutale et à la limite de l'humanité, où on va dire oui, tu vas mourir. Bon, ça peut être extrêmement brutal pour quelqu'un. Tandis que pouvoir dire, ce que j'ai souvent entendu les médecins dire, le temps qui vous reste à vivre vous appartient. Et les médecins ont raison. Ce n'est pas les médecins qui décident du temps qui reste. Ce temps, c'est un secret pour chacun d'entre nous. Il dépend peut-être de ce que l'on a encore à vivre ou à terminer, des échéances qui sont intimes, personnelles, et pour lesquelles on voit que les gens peuvent avoir une énergie incroyable pour arriver au bout, justement. Eh bien, nous étions dans ce respect du temps, hein. On ne racontait pas d'histoire, mais on disait que ce temps appartenait à l'autre. Hein. Et qu'on était là pour l'accompagner le mieux possible, bien sûr, ce qui sous-entendait évidemment une compétence, et ça je tiens à le rappeler, à une époque où on a plutôt un peu tendance à mépriser les soins palliatifs et à considérer que ce sont, quelquefois on dit des mauvais soins. Non, des vrais soins palliatifs, ce sont des soins qui vraiment sont attentifs à la souffrance des personnes. Et aujourd'hui, les moyens de soulager même les souffrances réfractaires existent. Donc, soulager, bien sûr, respecter le refus de traitement. Quelqu'un qui dit bah, je n'ai plus faim, je ne veux plus. Là, voilà, je pense que tout va bien. Là, j'ai juste envie de glisser doucement. Eh bien, respecter, ne pas nourrir, par exemple, artificiellement quelqu'un ou forcer quelqu'un à s'alimenter. Et puis, ne pas, effectivement, arrêter tout ce qui pourrait être traitement susceptible de prolonger. Donc, respecter cela. Et puis, donc, accompagner, c'est-à-dire, et pourquoi accompagner ? Pour permettre, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce dernier travail, parce que c'est ça qui a tellement manqué pendant le confinement. Et mon livre, L'adieu interdit, est un cri de colère, je dirais, contre ces mesures sanitaires qui ont empêché des personnes mourantes de pouvoir faire leur travail du trépas. Parce que pour pouvoir, je dirais, aller au bout de ce que l'on a à dire, c'est des petites choses, ça peut être une parole, un geste, un regard que l'on dépose chez l'autre. Pour que ce soit possible, il faut un autre. Le droit imprescriptible à la présence humaine a été interdit pour 100 000 personnes que l'on n'a pas pu visiter, à qui on n'a pas pu dire au revoir. Sans compter le fait que les familles n'ont pas pu, je dirais, faire l'adieu au visage, tous ces rituels, tous ces rites qui structurent notre rapport à la mort. Et si la mort est quelque chose une blessure pour chacun d'entre nous, bien sûr, quand elle atteint des proches, si elle est quelque chose dont on pourrait dire, certains disent un scandale, ou malgré tout elle est là dans nos vies, personne ici ne peut dire qu'il en est exclu, eh bien, si nous arrivons à accepter l'idée de la mort, c'est parce qu'il y a des rites qui permettent justement cette acceptation. Et ces rites ont été interdits pendant plusieurs mois.
Et ça, c'est gravissime. Ça a été une rupture anthropologique. Jamais dans l'humanité, une décision sanitaire et politique n'a empêché quelqu'un qui le souhaitait de venir dire au revoir à un proche. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu au téléphone des gens désespérés qui étaient à la porte d'un EHPAD, à 40 mètres d'une mère en train de mourir, et qui ne pouvaient pas y aller, qui ne pouvaient pas tenir la main, qui ne pouvaient pas dire les dernières paroles, ni recueillir les dernières paroles. Tout cela a été impossible, et je sais combien de personnes sont dans des deuils très difficiles à faire aujourd'hui à cause de cela. Mais vous voyez pourquoi je reviens là-dessus, parce que ça, c'est la vraie indignité. Ça, c'est la vraie indignité. Quand on parle de mourir dans la dignité, c'est au moins mourir avec une présence humaine à côté, pour pouvoir justement effectuer ce travail du trépas. La vraie indignité, nous l'avons vécu là. Voilà. Je crois que ça rejoint bientôt le débat qu'on va avoir, mais ça rejoint, j'ai la chance d'avoir parlé un peu avec toi sur deux démarches que tu as, c'est la démarche autour de l'aventure de vieillir, et puis l'autre être dans le bon temps de mourir, c'est-à-dire le temps qui correspond. On parle beaucoup de mourir en dignité, mais de façon technique, alors que tu en parles, toi, autour de le temps que chaque individu peut prendre et doit faire pour être on va dire, en harmonie, alors tu dis avec sa conscience et son inconscience, mais que les choses correspondent pour qu'il sache que les choses sont arrivées. Je crois que dans le débat actuel, le mot de dignité, il est, je dirais, il est déformé parce que, d'abord, la dignité, il faut dire, vous savez que l'impératif de Kant, c'est que tout être humain est digne. Bon, quel que soit son état, il est digne. Le sentiment de la dignité, c'est autre chose, c'est un sentiment subjectif qui dépend évidemment de la manière dont on est avec nous. Il est sûr que si vous êtes gravement malade ou bien très très âgé, qu'on vous abandonne, que plus personne ne vient vous voir, qu'on vous fait sentir que vous êtes de trop dans la société, cette personne va avoir le sentiment que ça a un sentiment d'indignité. Mais néanmoins, je dirais, la dignité intrinsèque à l'humain, elle est là. Donc il y a déjà autour du mot de dignité quelquefois des malentendus. Et puis je pense aussi que quand les gens disent « je veux mourir dans la dignité », c'est souvent une question que je pose aux personnes âgées que je rencontre très souvent maintenant, puisque je fais beaucoup de conférences dans les résidences-services pour personnes de 80 à 100 ans, et que ce thème est abordé. Je fais un parcours qui s'appelle « L'aventure de vieillir », et il y a toujours un thème autour de la mort. Qu'est-ce qu'est la mort pour nous? Et surtout, on parle des conditions du mourir, de comment on aimerait mourir. Les gens échangent. Et souvent, je pose la question, mais c'est quoi pour vous, madame, de mourir dans la dignité? Et je me souviens de cette réponse d'une dame de 92 ans qui m'avait dit, moi, madame, c'est mourir dans mon lit, pas à l'hôpital, pas transporter au dernier moment aux urgences et mourir sur un brancard à l'hôpital. Je veux mourir dans mon lit. Bien sûr, pas souffrir. Bien sûr, ne pas être prolongé. Je ne veux pas que ça traîne. Je ne veux pas qu'on m'alimente si je n'ai plus faim et que je fais signe que c'est fini et que je veux juste glisser doucement vers la mort comme une petite bougie qui s'éteint. Mais je veux aussi qu'on m'accompagne. C'est ça la dignité, qu'il y ait des gens qui viennent me voir, qui me touchent, qu'il y ait la vie autour de moi. Peut-être même qu'on mette une musique que j'ai envie d'entendre. Enfin, donc, vous voyez, cette personne de 92 ans me demandait, mais notre loi le permet, soulager, même, vous le savez, au risque d'écourter la vie, si c'est nécessaire, si la souffrance est trop importante, on ne lésine pas sur les moyens à donner pour soulager, mais respecter aussi le désir de pouvoir partir sans être prolongé par un traitement. Et vous savez que la nourriture peut être un traitement quand c'est la différence avec le soin.
La nourriture est un soin quand on le donne à quelqu'un qui ouvre la bouche et qui prend ce qu'on lui donne. Ça, c'est un soin. Mais à partir du moment où la personne ferme la bouche et ne veut plus ouvrir la bouche et qu'on force, ça devient un traitement. C'est très différent. Un traitement pour que la personne reste en vie. Ou alors, quelquefois, c'est une sonde parentérale. Donc, on voit que ce que demande cette personne, c'est-à-dire ne pas être seule, être accompagnée, et être respectée dans son désir de rester dans son lit et de ne pas être transférée à l'hôpital, eh bien tout cela, notre loi le permet. Et ça, on oublie peut-être justement ce qu'elle permet. Et cette personne, quand elle a dit « voilà ce que c'est pour moi mourir dans la dignité », elle n'évoque pas une injection létale. Elle ne dit pas « je voudrais qu'on vienne avec une piqûre, tel jour, telle heure ». Non, voilà ce que j'entends souvent dans ces résidences-services. Et c'est vrai que ça, notre loi le permet, mais je ne dis pas que c'est toujours possible. Je sais qu'il y a des endroits, malheureusement, dans lesquels, par exemple, une personne comme ça, qui veut mourir dans son lit, je sais, je le dis parce que je l'ai entendu, le directeur de l'EHPAD va téléphoner au médecin traitant qui va dire mais cette personne est en train de mourir, il faut l'expédier à l'hôpital. Mais docteur, elle ne veut pas, elle veut rester dans son lit. Non, non, je prescris le transfert à l'hôpital. Ce médecin-là, aujourd'hui, avec la loi que nous avons, il est dans son tort. Il ne peut pas s'opposer à la volonté d'une personne de rester dans son lit. Ça, ce sont des choses dont j'ai été témoin.